Bonjour à tous. J'ai décidé d'enregistrer la dernière section du cours sur le territoire à risque parce que malheureusement, j'ai une impossibilité jeudi, donc je ne pourrais pas être présent. Je vous fais le cours à distance de cette manière-là. Je vais le mettre sur mon YouTube comme d'habitude en vous envoyant un message pour préciser que vous allez pouvoir le trouver là. Donc, on était rendu au concept d'aléa. Donc, qu'est-ce qu'un aléa? C'est un phénomène naturel susceptible d'entraîner un risque. Donc, c'est une possibilité. Ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Exemple, un séisme, un tremblement de terre, une éruption volcanique, un tsunami, une avalanche. Donc, tout ça, ce sont des aléas. Donc, c'est un phénomène qui peut entraîner un risque, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un risque. Ça, on va voir pourquoi en voyant la définition de risque par la suite. Qu'est-ce qu'un risque? Un risque, c'est un danger que certains phénomènes naturels représentent pour des personnes et des biens. Donc, si on reprend le concept d'aléa, donc je vais revenir en arrière. Donc, aléa, phénomène naturel susceptible d'entraîner un risque. Donc, c'est un phénomène naturel, exemple séisme, qui peut entraîner un risque. Risque étant danger que certains phénomènes naturels représentent pour des personnes et des biens. Donc, si on analyse pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait des personnes et des biens sur un territoire. S'il n'y a rien des deux, ben là, ça devient un aléa. C'est une possibilité de danger, mais sans risque. Un enjeu. Donc, l'enjeu, qu'est-ce que l'enjeu? Ben, l'enjeu, ce sont les personnes et les biens qui sont directement menacés par une catastrophe naturelle. Exemple, vous êtes en Californie, vous vivez un tremblement de terre. Ben, l'enjeu, c'est vous, en tant que tel, en tant qu'être humain, et également toutes les constructions qui sont reliées à l'activité humaine. Catastrophe naturelle, donc événement dû à un phénomène naturel qui a causé des dommages importants aux personnes et aux biens. Donc, la différence entre un aléa et une catastrophe naturelle, c'est que l'aléa peut causer peut causer des dégâts, peut causer des pertes de vie humaines, alors que la catastrophe en a fait. Donc, elle a créé des dégâts, elle a malheureusement enlevé des vies humaines sur un territoire. C'est la principale différence entre les deux. OK, qu'est-ce qui est le plus risqué? Donc, les risques présents dans les territoires à risque ne sont pas toujours très grands. Je donne deux exemples. Donc, par exemple, on a plus de risques de mourir d'un cancer si on fume la cigarette que de chances de mourir d'un tremblement de terre si on va en Californie. Donc, le concept de risque, c'est extrêmement relatif. J'ai un autre exemple à vous montrer pour que vous compreniez peut-être mieux. De 2011 à 2017, on a recensé 48 attaques mortelles de requins versus 259 personnes qui se sont malheureusement donné la mort dans des circonstances de selfie. Donc, vous devriez ironiquement avoir beaucoup plus peur de vous prendre en selfie que d'avoir peur des requins. C'est vraiment une question que le risque est relatif. Et les raisons pourquoi les gens vont vivre sur des territoires à risque, on va les voir plus tard, mais pour vous donner un exemple concret, des gens qui vont vivre, exemple, très très près d'un volcan, qui a des risques de rentrer en éruption volcanique? Ben souvent, pourquoi? C'est parce que les terres qui entourent le volcan sont extrêmement fertiles dues à des éruptions volcaniques des années précédentes. Donc, les gens prennent le risque de s'établir dans ce genre de territoire malgré le danger parce qu'il y a un avantage. Mais ils sont conscients qu'il y a un risque, mais ils vivent avec. Mais évidemment, ces gens-là ont beaucoup plus de chances de mourir de vieillesse ou n'importe quoi d'autre que d'être tués dans une éruption volcanique qui a peu de chances d'arriver, mais la statistique est là. Existe-t-il des territoires sans risque? Non, bien sûr que non, ça n'existe pas. Évidemment, il y en a qui comportent beaucoup plus de risques que d'autres. Et justement, pourquoi est-ce que des êtres humains qui vivent quand même là? Je vous ai donné un exemple tantôt. Donc, il est propice aux activités humaines. L'exemple du volcan est flagrant. Des gens qui vivent à côté d'un volcan qui peut entrer en éruption, c'est un danger. Vous êtes établi là avec votre maison, votre famille, de génération en génération. Vous vivez toujours à côté d'une source de danger. Un peu comme au Japon, qui vit des tremblements de terre sur une base régulière. Même chose pour la Californie. Hawaï avec les volcans. Donc, il y a toujours un danger. Mais encore une fois, il est relatif. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez mourir d'une catastrophe naturelle sur ce territoire-là. Les gens sont souvent attachés, on prend l'exemple d'Haïti. Haïti qui est malheureusement presque à tous les ans frappé par une catastrophe naturelle, tremblement de terre, ouragan.
Beaucoup de personnes en meurent, beaucoup de personnes perdent absolument toutes leurs possessions dues à la catastrophe. Mais souvent, les gens sont attachés à leur territoire. Peut-être même que si on donnait l'opportunité à certaines personnes qui vivent dans les territoires à risque d'aller s'établir ailleurs, peut-être qu'ils refuseraient. C'est comme si vous, on vous demandait du jour au lendemain, Montréal devient une ville à risque, allez-vous nécessairement la quitter? Probablement que non. Un autre exemple aussi, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de partir. Si vous vivez dans un territoire à risque, mais que vous voudriez vous en aller, mais que vous n'avez pas les ressources financières pour changer de ville, changer de pays, changer de continent à la limite, mais évidemment, ça vous bloque un petit peu. Finalement, il y a des risques partout. On revient au concept de risque relatif. Un tremblement de terre, c'est global. Dépendamment de la magnitude, c'est beaucoup plus dangereux, par exemple, que de vivre dans un territoire comme le Canada, où notre principal danger à nous ici, ça peut être quoi? Bon, on en a quand même quelques-uns. Exemple, la température froide. Des moins 40, c'est jamais plaisant quand on n'a pas d'habitation. Donc, la température, on a également le verglas, c'est un autre exemple. On peut avoir des inondations. Donc, il y a des risques partout où vous êtes sur la planète. Et pour donner l'exemple suprême, la planète en tant que telle est un territoire à risque. Pourquoi? Bien, elle est frappée régulièrement de météorites qui, heureusement pour nous, sont de petite taille et sont détruits dans l'atmosphère. Mais on est toujours une cible mouvante, la planète Terre, dans l'univers. Donc, on est en tant que tel, la planète au complet, un territoire à risque. Donc, il n'y a nulle part où on est à 100% sécurisé. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que le risque est relatif. Donc, les chances, par exemple, d'être tué par un météorite sont extrêmement minces. Donc, dormez sur vos deux oreilles le soir quand même. Sommes-nous tous égaux devant les risques naturels? Bien sûr que non. On a vu souvent pendant l'année que malheureusement, l'argent est synonyme de pouvoir, l'argent est synonyme de possibilité. Donc, c'est sûr que d'un individu à l'autre, d'un pays à l'autre, on n'est pas égaux. Par exemple, les pays riches vont investir beaucoup plus d'argent pour protéger leur population. Pourquoi? Ben, c'est assez évident. Vous êtes un pays riche, donc vous avez vos besoins de base qui sont comblés. Quand je parle de besoins de base, je vais parler de l'alimentation, je vais parler du logement, je vais parler de s'habiller. Donc, tous les besoins de base sont comblés. Donc, dans les circonstances, vous pouvez investir une grande partie de votre argent, comme par exemple la Californie, le Japon, dans des infrastructures parasismiques pour les tremblements de terre. Dans les pays pauvres, malheureusement, on essaie d'abord de se nourrir, de se loger, de se soigner, de se vêtir. Donc, on est souvent en mode survie déjà à la base. Donc, dans les circonstances, on préfère investir dans la survie de tous les jours parce qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir encore pour le moment. C'est le cas de plusieurs pays en voie de développement. Donc, prévenir les catastrophes naturelles, ça devient un peu comme on sait qu'ils savent dans ces pays-là aussi que c'est important de le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas les effectifs financiers pour le faire. Donc, ils vivent au jour le jour, on pense à se nourrir, on pense à se loger, et une fois que ça va être comblé, là, on va peut-être mettre plus d'accent sur la protection des risques naturels. Mais avant ça, malheureusement, la protection au risque passe en deuxième. Là. Niveau de développement des pays, donc ça ici, ça revient un peu à ce que je disais. Donc, quand on parle de pays développés, bien, les pays développés sont des pays dont la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux. Donc, le logement, se nourrir, se vêtir, se soigner, ainsi qu'à un niveau de confort et d'éducation. Versus pays en développement où ce sont des pays qui, inversement aux pays développés, sont dans une majorité de population qui n'accèdent pas, qui n'ont pas tous les besoins vitaux. Donc, vous allez évidemment penser à manger avant de penser à comment vous allez réagir si vous êtes frappé par une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre. En résumé, donc, dans les pays développés, comme les besoins primaires sont comblés, les autorités peuvent se permettre de consacrer du temps et de l'argent à la prévention des catastrophes naturelles. Versus, et là je me répète, dans les pays en développement, les pays en développement doivent plutôt miser sur la satisfaction des besoins de base et ne se consacrent que peu d'énergie à la gestion des risques naturels parce qu'ils n'ont pas le temps et les ressources pour pouvoir le faire. Aider après une catastrophe, mythe ou réalité? Un peu des deux, je vous dirais. Quand il y a une catastrophe naturelle, les médias vont rapporter l'information dans le monde.
ça va amener souvent des vagues de générosité de la part de la communauté internationale. Les gens vont se sentir interpellés par ça et ils vont souvent donner de l'argent. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement l'aide financière qui va absolument être bénéfique. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a beaucoup de gens qui vont justement faire des voyages humanitaires pour aller et donner ce qu'on appelle une aide réelle. Donc, ce n'est pas juste de l'argent qu'on envoie, c'est vraiment des gens qui, ou peut-être même souvent, on va parler des gouvernements qui vont envoyer même des militaires dans un autre pays, dans une mission humanitaire, évidemment, qui dit militaire peut également dire humanitaire, pour aller aider. Donc, oui, il y a une aide internationale qui se fait. Malheureusement, ce n'est pas toujours bien organisé, ce n'est pas toujours bien géré. Donc, ça, c'est des problèmes qui devraient être réglés avec le temps, mais heureusement que ça se fait. Ça met fin au cours sur les catastrophes naturelles. Évidemment, je vais probablement, là, on est le 10 aujourd'hui. Donc, probablement que le 17, je vais peut-être faire une petite rencontre rapide, au moins pour vous souhaiter une bonne fin d'année en personne. Mais d'ici là, ça met un terme au cours d'histoire et de géographie. Donc, la matière est terminée. Yeah. Et vous allez déjà pouvoir commencer à vous orienter vers les cours qui vous restent à faire. Parce qu'en univers social, c'est terminé. Donc, pour le moment, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se revoit sûrement le 17.